Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Vous avez publié Une terre doublement promise chez Stock, votre dernier livre. Vous avez été correspondant à Jérusalem du temps des accords d'Oslo pour Libé dans les années 90. Est-ce que la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron peut changer véritablement la donne dans une guerre sans fin ? Alors, elle a d'abord une dimension symbolique et politique forte qui est que des pays comme la France, le Royaume-Uni, le Canada, donc 3 pays du G7, dont 2 membres permanents du Conseil de sécurité occidentaux, disent que les Palestiniens ne doivent pas être éliminés de cette terre. Et ça, c'était quelque chose d'important parce que ça rompt une sorte de silence occidental pesant vis-à-vis de ce que fait Israël en ce moment à Gaza. Donc cette partie-là, elle est acquise, oui. Qui est ces pays ont dit non. Après, l'impact immédiat, il n'est pas évident puisque Israël et les États-Unis, pour l'instant, refusent de rentrer dans ce processus. Et ont un droit de veto. Et ont droit de veto, et de toutes les manières, rien ne pourra se faire sur le terrain sans eux. Donc s'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas tout ce que la résolution franco-saoudienne qui a été adoptée par l'Assemblée générale contient, c'est-à-dire le désarmement du Hamas, l'organisation d'élections sans le Hamas, une mission, une force d'interposition principalement composée des armées arabes. Tout ça est hypothétique tant que Israël et les États-Unis n'acceptent pas de rentrer dans ce processus. Donc cette résolution, elle est importante, symboliquement et politiquement, mais elle n'est pas suffisante pour changer la réalité sur le terrain. Ça, ce que vous dites, Pierre Aski, c'est le jour d'après, selon Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, en fait, les conditions préalables sont levées et on dit, au fond, l'objectif d'un État palestinien, on ne l'atteindra pas, et donc on va faire un préalable de cette reconnaissance, et ensuite, le jour d'après, on va obtenir la démilitarisation, l'exclusion du Hamas, de l'autorité palestinienne, etc. Mais le jour d'après, il dépend du feu vert de Washington et donc d'Israël. Sans ce feu vert, il n'y a pas de jour d'après. Et c'est ça qui est un peu le grand point d'interrogation qui plane sur cette reconnaissance, c'est quels vont être les moyens d'obtenir qu'il y ait un jour d'après. Ce seul moyen, il est les pressions des pays arabes. Les États-Unis tiennent la clé. C'est Donald Trump qui a la clé de la paix ou de la guerre dans cette région. Et il est pris, lui, entre sa fidélité à Netanyahou, qui est assez constante, malgré tout, même si parfois il y a des colères et il n'est pas toujours d'accord, mais il soutient Netanyahou quoi qu'il fasse. Et de l'autre côté, il a cette alliance. C'est son premier voyage à l'étranger après son entrée à la Maison-Blanche, c'était dans les pays du Golfe, qui a été un voyage triomphal avec des milliards et des milliards de contrats. Ces pays aujourd'hui sont du côté de l'initiative franco-saoudienne et donc en faveur de cette solution des 2 États. C'est le rapport de force dans ce triangle pays arabes, Israël, États-Unis qui va déterminer la suite. Mais on est bien conscient qu'aucun pays arabe dans ce contexte actuel de guerre et de Netanyahou au pouvoir en Israël ne pourra reconnaître Israël. Aucun d'entre eux ne reconnaîtra Israël. Enfin, le seul qui compte d'ailleurs, c'est l'Arabie saoudite, tant que ce qui se passe sur le terrain contribue à l'élimination du potentiel même d'une entité palestinienne. On voit bien aujourd'hui qu'à Gaza, il y a une vraie opération de nettoyage ethnique, il faut bien le dire, il faut l'appeler les choses par leur nom. Donc la population de Gaza City est poussée vers le sud et avec le risque, si on écoute les ministres les plus extrémistes du gouvernement de Netanyahou, de les pousser vers l'Égypte et de les chasser de leur terre. Et vers une annexion même de la Cisjordanie. Et en Cisjordanie, c'est la menace de l'annexion totale ou partielle qui est brandie. Donc, dans ce contexte-là, l'Arabie saoudite ne peut pas se permettre de reconnaître Israël. Ça serait totalement incompris par son opinion publique. Il y a quelques jours, il y avait une énorme manifestation à Tanger, au Maroc, pays qui a signé les accords d'Abraham. Les opinions publiques arabes sont chauffées à blanc par les images de Gaza, et on peut les comprendre parce que ces images sont absolument tragiques. Donc, cette semaine se joue un moment politique très fort, c'est-à-dire que cette reconnaissance remet la question d'une solution politique, d'une solution de compromis, celle des 2 États, sur la table. Les États-Unis la prennent ou ne la prennent pas. S'ils ne la prennent pas, on est dans une période qui va être sombre et tragique et qui aura des conséquences
qu'on ne peut pas mesurer. Est-ce que les pays arabes vont suspendre les accords d'Abraham? Est-ce que les pays qui ont reconnu Israël, comme les Émirats arabes unis, qui ont dit que l'annexion était une ligne rouge pour eux, quelle conclusion ils vont en tirer? Le raid au Qatar, il y a 2 semaines, des Israéliens contre le Hamas à Qatar, a changé l'ambiance dans la région. Là où on sentait qu'il y avait, en gros, une disponibilité des pays arabes à coopérer avec Israël sur le plan régional et qu'ils y voyaient presque l'assurance d'une sécurité que les Américains ne sont plus prêts à leur accorder. Tout ça a changé. Aujourd'hui, la surpuissance d'Israël et le fait qu'ils aillent trop loin dans cette tentative de changer la carte du Proche-Orient a des conséquences politiques très fortes. Le jour d'après, Pierre Aski, évidemment, Emmanuel Macron veut ouvrir des discussions sur la démilitarisation, la nouvelle organisation de l'autorité palestinienne, je le disais, mais le jour d'après, c'est aussi une rencontre entre Trump et Netanyahou, et puis la menace de sanctions de Netanyahou en fin de semaine. Oui. Netanyahou a dit qu'il allait prendre des représailles contre les pays qui reconnaissent la Palestine cette semaine. Donc la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et quelques autres. Alors il va y avoir des sanctions individuelles contre les pays, c'est-à-dire qui peuvent être le retrait de l'ambassadeur, la fermeture de consulats, puisqu'on a parlé de la fermeture possible du consulat de France à Jérusalem. Mais il y a aussi une autre forme de sanction qui serait l'annexion totale ou partielle de la Cisjordanie. Et là, on rentre dans une autre étape sur laquelle Netanyahou a dit lui-même qu'il attendait le feu vert de Donald Trump. Oui. S'il n'obtient pas ce feu vert, est-ce qu'il le fera quand même? Est-ce qu'il fera passer, parce que c'est un peu la question de fond, est-ce qu'il fera passer l'idéologie de sa coalition, qui est celle du Grand Israël, avant le pragmatisme qui serait celui d'une relation, de construire une relation plus apaisée avec sa région, avec les pays notamment les pays du Golfe qui y sont prêts. Et d'ailleurs, c'est une des dimensions du plan franco-saoudien, qui est une architecture de sécurité à l'échelle du Moyen-Orient. Les 2 exemples qui sont cités dans la résolution, c'est l'OSCE, qui est une organisation de coopération sécuritaire en Europe, qui avait été fait à la fin de la guerre froide, qui a joué un petit rôle au moment de la fin de la guerre froide. Et l'autre, c'est l'ASEAN, qui est les pays d'Asie du Sud-Est. Mais tout ça ne sera balayé si on est dans la fuite en avant, c'est-à-dire l'annexion et la couverture américaine de cette annexion. Oui, alors Emmanuel Macron a donné des garanties, pas d'ouverture d'ambassade de France tant que les otages ne sont pas libérés. On voit dans la communauté juive, en particulier en France, une gêne palpable. Il y a ceux qui appellent à mettre des drapeaux palestiniens au fronton des mairies. Et puis Emmanuel Macron, qui est persona non grata par le régime de Netanyahou, qui se coupe avec cette démocratie au Proche-Orient. Cette question israélo-palestinienne, elle polarise aujourd'hui une partie du monde, c'est évident. On le voit aux États-Unis, où c'est aussi l'objet d'affrontements au moins verbaux très forts, mais on le voit dans notre pays, où il y a la première communauté juive d'Europe et la première communauté musulmane d'Europe. Et un président qui a longtemps hésité à franchir ce pas, qui l'a fait et qui s'y tient, ce qui est assez courageux, je dois dire, mais qui, aujourd'hui, essaye de ménager les deux et de prouver à l'opinion publique juive de France et à la communauté internationale qu'il ne fait pas ça par hostilité vis-à-vis d'Israël. Il a donné 2 interviews pour déminer le terrain avant la reconnaissance, une à la télévision israélienne et une à une chaîne américaine. Et dans ces 2 interviews, il a tenter d'expliquer à quel point ça n'est pas un cadeau au Hamas, que le Hamas n'est pas pour la solution des 2 États et que dans la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale, il y a le désarmement du Hamas et le fait que le Hamas soit hors jeu dans la reconfiguration politique de demain, du jour d'après, où c'est l'autorité palestinienne qui reprend le flambeau. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on voit bien que les émotions sont très fortes et qu'une partie importante de la communauté juive en France prend ce geste du président comme un coup de poignard dans le dos. Oui. Alors, l'arrêt
l'arrêt, vous l'avez dit, de ce nettoyage ethnique, l'arrêt des massacres est une nécessité. Est-ce que cette résolution de la France peut obtenir quelque chose pour ceux qui sont en train de mourir sous les bombardements? Alors la réponse est non. La réponse est non. La France ou les pays signataires de cette résolution, qui sont majoritaires dans le monde, il faut bien le dire, il y a eu les 2/3 de la planète ont voté pour cette résolution franco-saoudienne, ne pèse pas assez lourd face à une détermination américano-israélienne aujourd'hui. On est rentré dans un monde, il faut bien en être conscient, dans lequel le droit a cédé la place à la force. Et aujourd'hui, on est dans un rapport de force. Le rapport de force, il est clairement américano-israélien. Tant que cet axe ne bougera pas, et l'espoir des Français, des diplomates français, des dirigeants français, c'est de faire changer la ligne à Washington, de faire comprendre à Donald Trump, c'est pas facile, que son intérêt, l'intérêt des États-Unis et même l'intérêt d'Israël serait d'arrêter cette folie de la fuite en avant. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans une interview à la télévision israélienne, c'est qu'au fond, il dit l'État hébreu se discrédite dans cette affaire. Mais est-ce que la France pourrait obtenir un geste, par exemple la libération d'otages? Alors moi je ne pense pas, je pense que ça n'a... ce qui se passe à New York, ce qui se passe sur le terrain diplomatique, est déconnecté aujourd'hui de la réalité sur le terrain. En revanche, ce que peut faire le Qatar, parce que le Qatar est un des intermédiaires dans toutes ces négociations, compte et pèse. Mais pour ça, il faut que le Qatar ait des gages que ça n'est pas dans une abstraction détachée de la réalité politique. Le Qatar soutient cette initiative franco-saoudienne et il ne fera plus rien aujourd'hui après le raid sur Doha tant qu'il n'a pas eu des gages qu'on allait arrêter le massacre à Gaza. Oui. Tout ça, ce sont des éléments qui sont à la fois séparés et étroitement liés et qui rendent tout ça extrêmement compliqué, avec une seule issue à la fin, c'est que la clé est à Washington et que tant que Donald Trump ne bouge pas, ça ne changera pas. Mais là, la volonté affirmée, autant par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, que par le président de la République, c'est la démilitarisation, notamment du Hamas, qui, pour faire cette démilitarisation, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce qu'on peut, le jour d'après, envisager quelque chose derrière, puisqu'ils disent c'est le début d'un processus. Mais quid de ce processus? Ce processus, aujourd'hui, il est très flou. La question de la démilitarisation que vous évoquez, elle est cruciale. Et on voit bien dans le cas du Liban, où vous avez un État, même s'il est fragilisé, vous avez une armée nationale, la difficulté qu'ont cet État et cette armée à démilitariser le Hezbollah. Le Conseil des ministres libanais a pris la décision qu'il fallait plus qu'une seule armée au Liban. Il n'arrive pas à la mettre en œuvre parce que le Hezbollah a ses appuis politiques et a sa présence malgré son affaiblissement. Alors vous imaginez dans le contexte de Gaza, après la guerre qui se déroule depuis bientôt 2 ans et en l'absence d'une autorité politique palestinienne légitime, ce que ça sera de démilitariser le Hamas. Donc ça, c'est une inconnue absolue. On imagine mal un soldat égyptien ou saoudien d'une force internationale aller les armes à la main, récupérer les armes du Hamas. Oui. Ça paraît invraisemblable. Donc tout ça reste très, très, très hypothétique. Mais donc c'est utopique pour la France de s'appuyer sur l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, malgré les promesses qu'il a pu faire effectivement de mettre le Hamas à l'écart. Mahmoud Abbas n'a plus cette légitimité, vous le dites vous-même. Oui, mais je pense que la France, elle fait avec ce qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quoi? Vous avez le Hamas clandestin qui continue à exister encore à Gaza. Vous avez une autorité palestinienne délégitimée, mais qui a pris des engagements, notamment d'organiser des élections l'année prochaine. Il reste à voir dans quel contexte elles sont possibles. Et puis quoi? Et puis des hommes comme Mahmoud Barghouti, qui est en prison
depuis plus de 20 ans en Israël, mais sur lequel beaucoup de gens pensent qu'il pourrait être une sorte de Mandela palestinien s'il sortait de prison, mais les Israéliens ne veulent pas le libérer. Mais donc vous faites avec ce qui existe, et ce qui existe aujourd'hui, c'est la toute petite légalité de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne qui est liée aux accords d'Oslo et à ce qui a survécu des accords d'Oslo. Mais si vous éliminez Mahmoud Abbas en disant il est illégitime, il n'a pas été réélu depuis 10 ans, etc., vous n'avez plus rien, vous n'avez plus d'interlocuteur palestinien. Donc le pragmatisme de toute cette démarche fait que vous faites avec ce qui existe. Oui, oui. Le ministre français des Affaires étrangères, Noël Barrot, a parlé de grandes victoires diplomatiques de la France. La question, c'est aussi la place et la trace que peut laisser Emmanuel Macron en fin de mandat dans l'histoire de ce qui apparaît comme un geste tout à fait historique. Ça joue, ça aussi, cette volonté de laisser une trace dans l'histoire de la part du président de la République? Je pense que ça n'est jamais indifférent chez un homme politique, surtout quand il approche de la fin de son mandat, de laisser une trace. Donc oui, clairement, Emmanuel Macron a voulu trancher. Je pense qu'il y a une autre dimension qu'on sous-estime peut-être, qui est que on a ce discours depuis 2-3 ans dans le monde sur les doubles standards, les deux poids, deux mesures, et le fait que c'est très difficile d'assumer de défendre le droit dans le cas de l'Ukraine et de ne pas défendre le droit dans le cas de la Palestine. Et cette contradiction des Occidentaux qui est pointée par le reste du monde depuis... On met des drapeaux ukrainiens aux mairies et on ne veut pas mettre de drapeaux palestiniens. C'est assez particulier de dire pas de symboles étrangers sur les mairies, mais il y a des drapeaux ukrainiens partout. Il y en a même un, je travaille à France Inter, devant Radio France, il y a un drapeau ukrainien qui flotte. Mais s'il y avait un drapeau palestinien, ça créerait des polémiques sans fin. Cette histoire des deux poids, deux mesures, je pense qu'elle joue aussi dans la tête d'Emmanuel Macron de prouver au monde, et en particulier aux pays du Sud, que tous les pays occidentaux ne sont pas alignés derrière les États-Unis et Israël et sont capables de voir le droit là où certains ne veulent voir que la force. Merci beaucoup Pierre Aski. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Une terre doublement promise, qui est publié chez Stock. Merci infiniment d'être venu analyser, c'est très clair, cette situation, ce moment particulier de l'histoire. Merci Pierre Aski.